certaines aides au fonctionnement qui vont vous être présentées au cours de notre intervention. Donc le pôle petite enfance à la CNAF s'occupe de la réglementation et de la mise en place du financement des modes d'accueil au sens large, c'est-à-dire aussi bien ceux qui visent le financement des équipements, et ça va être aujourd'hui évidemment le centre de notre propos, et des financements qui sont également versés aux familles. J'entends là notamment toutes les composantes de la prestation d'accueil du jeune enfant, donc la prépare qui solvabilise les parents en congé parental, et également l'allocation de base, la prime à la naissance et le complément mode de garde. Donc on ne fera pas aujourd'hui de développement sur ces prestations, mais c'est pour vous donner un peu le paysage des dispositifs financiers qui nous visent aux parents, notamment avec des prestations aussi bien monétaires que des services famille sur les territoires. On est honoré de pouvoir venir faire cette présentation aujourd'hui auprès de vous. C'est un rendez-vous qui s'inscrit dans une démarche de promotion de notre convention d'objectifs et de gestion qui nous lie avec l'État depuis maintenant 2023 pour la période 2023-2027 et qui comporte un certain nombre de réformes financières, notamment dans le financement des crèches et des relais de petite enfance. Et donc, il est parfaitement naturel que vous ayez à ce titre un certain sur la mise en place de ces réformes et les barèmes et les paramètres associés. Nous avons eu l'occasion de faire notamment des présentations auprès, par exemple, de l'Association des maires de France, Interco de France, les entreprises, la Fédération des entreprises publiques locales. Et donc, ce type de présentation en est un prolongement tout à fait naturel. Et nous sommes à votre disposition. Donc, comme l'a dit Madame Paulon, pour des questions à plusieurs moments de cette présentation et également pour de nouveaux temps de réunion en 2025 si cela vous semble nécessaire. En tout cas, ça fait partie de notre métier que de pouvoir être disponible auprès de vous. Je vais vous partager mon écran si vous le voulez bien. Je remets quand vous le voyez, que je sache qu'il est bien vu. Et à partir de maintenant, je ne vois plus les commentaires écrits. Voilà, j'ai mon écran est pris par le diaporama, donc voilà. Donc j'espère que vous On voyez voit bien bien, mon écran. on voit, C'est on bon? le voit, pas OK. de souci. Oui. Merci beaucoup. Alors, on a prévu 1 heure au cours de laquelle on va pouvoir intercaler 3 moments justement d'échange et de questions-réponses pour que vous n'ayez pas à garder vos remarques et vos interrogations pendant 55 minutes jusqu'au bout de l'intervention. Donc, sachez que vous aurez et nous aurons de nombreuses occasions d'échange. On aura un déroulé centré sur trois moments particuliers. Tout d'abord, un retour. Vous y avez consacré un temps il y a quelques mois sur le service public de la petite enfance. Alors, non pas pour y revenir dans le détail, hein, je vous rassure, mais plutôt pour vous indiquer à quel point les enjeux qui le sous-tendent comment dire, conditionnent la façon dont nous avons conçu nos réformes financières. Et donc, c'est une chose de les comprendre d'un point de vue très technique et opérationnel. On a aussi à cœur de pouvoir vous montrer comment elles ont été conçues et quel est le sens qu'elles ont. Très globalement, le sujet, ça a été comment nous soutenons les modes d'accueil qui sont particulièrement cofinancés par le bloc communal. Donc ça vous concerne évidemment au premier chef. Un deuxième temps de présentation centré sur le financement des services aux familles et donc notamment les crèches et les relais de petite enfance, à la fois pour soutenir le développement et la qualité des modes d'accueil, pour améliorer l'information délivrée aux familles via notamment les relais de petite enfance et le site monenfant.fr. Et puis un dernier focus sur les outils dont dispose l'IAF pour vous permettre d'augmenter vos équipes en compétences et en ETP pour avoir l'ingénierie suffisante pour monter des projets. On clôturera avec les quelques informations clés à retenir, qui sont un peu des phrases d'action pour vous montrer tout ce que vous avez à votre disposition à partir de 2025. Je vais commencer par vous redonner quelques grands chiffres nationaux. Alors ces chiffres ils sont frais d'aujourd'hui, figurez-vous, puisqu'ils sont issus de l'Observatoire national de la petite enfance, qui est un observatoire statistique piloté par la CNAF, qui fait intervenir plusieurs partenaires statistiques, notamment l'INSEE et l'adresse, et qui produit en série longue un certain nombre d'outils de connaissances et de données de référence sur le champ de la petite enfance. Donc l'édition 2024 est aujourd'hui ou est à paraître aujourd'hui. Que montre cet outil statistique?
Le taux de couverture en mode d'accueil en France, donc le nombre de places rapporté au nombre d'enfants de moins de 3 ans, il est plutôt stable, il est même en légère augmentation, il s'établit à 60 places pour 100 enfants de moins de 3 ans. C'est un chiffre globalement plutôt bon et plutôt stable, mais qui est en réalité en risque de se dégrader et qui masque une réalité moins reluisante, c'est que si le taux de couverture est stable, c'est surtout parce que le nombre de naissances baisse de façon très importante, vous le savez, depuis maintenant quelques années et singulièrement depuis la crise Covid. Euh, Comme le nombre de naissances baisse, le taux de couverture se maintient, alors même que l'offre d'accueil, elle, se dégrade. Elle se dégrade parce que les assistantes maternelles partent en retraite ou quittent la profession sans être remplacées à due proportion. Donc, on observe aujourd'hui à peu près 680 000 places chez les assistants maternels, dont 5 000 qui sont installés dans des maisons d'assistants maternels. Et on a, en 2022, 507 100 places en crèche. L'augmentation des places de crèche est trop lente pour compenser les départs à la retraite des assistantes maternelles. Donc, le schéma général, c'est que grâce à la baisse, entre guillemets, grâce à la baisse du nombre de naissances, le taux de couverture est stable, mais l'augmentation du nombre de places en accueil collectif n'est pas de nature à compenser la destruction de places en accueil individuel, et donc le nombre de places offertes à la population diminue. Derrière ces grands volumes, on a des disparités territoriales en réalité assez importantes. Donc, si le taux de couverture il est au global de 60 places pour 100 enfants de moins de 3 ans, en revanche, d'un département à l'autre, on a des disparités qui vont de 1 à 7. Et si on descend à l'échelle des bassins de vie, donc qui sont plutôt votre échelle à vous, à l'échelle communale ou intercommunale, les disparités, je vous prie de m'excuser pour ma toux, ces disparités, elles vont même de 1 à 15. Ce sont évidemment des disparités que la promesse d'un service public de la petite enfance appelle à résorber. Et une grande partie de notre propos aujourd'hui avec ma collègue Delphine Monvalet vise à vous permettre, notamment sur les territoires les moins bien dotés, d'investir plus massivement dans la petite enfance pour rattraper ces écarts territoriaux. Il y a des disparités géographiques, il y a aussi des écarts de coûts pour les familles, et vous le connaissez certainement au moins en partie. Le recours à un assistant maternel, singulièrement pour les familles à revenus, disons, modestes ou moyens, jusqu'à 3 SMIC, le recours à un assistant maternel est beaucoup plus important, voire insoutenable pour les familles. Ce qui fait que le mode d'accueil le plus disponible en France, qui est donc les assistantes maternelles, est en réalité inaccessible pour une part très significative de la population. Cette caractéristique a présidé à la réforme du complément mode de garde qui prendra effet en septembre 2025, qui consiste en une réforme du calcul de la prestation versée aux familles employeurs d'une assistante maternelle et qui va non pas égaliser, mais en tout cas rapprocher le coût des modes de garde collectifs et individuels pour les familles. L'espoir que nous fondons dans cette réforme, c'est que le nombre de familles susceptibles d'avoir recours à une assistante maternelle, évidemment, augmente, ce qui pourrait concourir à faire se redresser la filière de l'accueil individuel. J'insiste sur ce point parce que, en termes de financement des services aux familles, évidemment, les maires, les CAS, les intercommunalités sont généralement plutôt attentives au secteur de l'accueil collectif, puisque c'est là qu'on investit et qu'on cofinance pour de la création de places. Tous les dispositifs qui, en 2025, sont susceptibles d'accompagner le champ de l'accueil individuel seront, disons, démultipliés par l'effet de cette réforme du complément mode de garde, et donc je vous appelle à y être évidemment attentif. Je vous ai présenté là les caractéristiques territoriales. Donc, vous avez vu que l'offre d'accueil est relativement mal répartie sur le territoire national et qu'il y a des différences de coûts assez marquées entre les modes d'accueil. Ces deux effets combinés produisent un recours très différencié selon l'origine sociale des enfants. Aujourd'hui, on a près d'un enfant sur deux qui est accueilli en mode d'accueil, ce qui est le double. On est quand même sur un accueil qui s'est très largement, non pas généralisé, mais massifié. Pour autant, les familles modestes recourent 3 fois moins encore que les autres à un mode d'accueil formel. Et une famille monoparentale au chômage recourt 4 fois moins à l'accueil formel, donc crèche ou assistant maternel, que l'enfant d'un couple biactif. Donc on est sur des
des écarts de recours qui évidemment ne témoignent pas seulement des préférences des familles, mais également des préférences des gestionnaires et des difficultés financières qui concourent à éloigner un certain nombre de familles des modes d'accueil. Donc voilà tout ce que la promesse d'un service public de la petite enfance appelle à corriger, et les réformes financières que nous vous présentons visent à résorber en partie les effets de ces inégalités d'accès de recours que je viens de vous présenter. J'en finis avec un rapide rappel de ce que les financeurs. Euh, alors, les financeurs des modes d'accueil, ce sont les familles, ce sont les financeurs publics, donc collectivités locales, et ce sont un certain nombre de financeurs privés, notamment employeurs, qui, par le biais des CESU préfinancés ou des réservations de places de crèche, concourent également au financement du secteur dans une moindre mesure. Les financeurs publics des modes d'accueil, si je focus sur cette catégorie, ça représente 15 milliards d'euros en 2022. Et vous voyez que c'est le camembert du haut, les 2 tiers de cette dépense sont assurés par la sécurité sociale, donc les CAF et les MSA, Mutualité sociale agricole. L'État prend sa part pour 15% du total et les collectivités territoriales pour 21%. Si on rapporte ces dépenses non plus à celui qui dépense, donc Sécu, État ou collectivité, mais au mode d'accueil, vous voyez que les crèches représentent quasiment 50% de la dépense publique. Et c'est dans cette partie-là que les collectivités territoriales sont particulièrement, évidemment, contributrices. Et l'accueil individuel représente à peu près 35% de la dépense. Au sein de ces acteurs publics, les collectivités locales ont une place évidemment très particulière et qui a été renforcée dans le cadre de la loi pour le plein emploi de décembre 2023 et qui leur confère la qualité, vous en avez certainement parlé il y a quelques mois, d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Les collectivités, en effet, elles agissent à des niveaux extrêmement variés. Tout d'abord, elles pilotent la politique locale, alors en tant que demain autorité organisatrice, mais déjà aujourd'hui avec les CAF dans le cadre de ce qu'on appelle les conventions territoriales globales. Elles gèrent des établissements, ce sont les crèches, les relais petite enfance. Elles cofinancent des établissements qu'elles gèrent ou qu'elles cofinancent lorsqu'elles ne les gèrent pas en direct. Elles cofinancent des relais petite enfance et elles cofinancent parfois, et vous êtes peut-être concerné par cette situation, des maisons d'assistantes maternelles. Les collectivités soutiennent la qualité des modes d'accueil via notamment les relais petite enfance et l'animation locale des modes d'accueil que vous êtes susceptibles de déjà réaliser. Et enfin, les collectivités, elles informent, elles orientent les parents vers l'ensemble des modes d'accueil via les relais petite enfance, via les services municipaux, singulièrement les CCAS, via les sites web locaux que vous êtes susceptibles d'avoir et de maintenir, et puis via le site de la CNAF monenfant.fr. Aux côtés des collectivités locales, les CAF sont évidemment agissantes aujourd'hui pour faire advenir l'ambition du service public de la petite enfance. Donc, je vous le rappelle, qui désigne pas un service aux familles. C'est pas le service public de la petite enfance, c'est pas comme l'école au milieu du village, quoi, qui émergerait à partir du 1er janvier 2025. C'est plutôt une ambition qui consiste à offrir un accueil de qualité, adapté aux besoins, accessible financièrement à tous les enfants dont les parents désirent les confier à un mode d'accueil. Pour faire advenir cette ambition, on a une gouvernance qui s'est renouvelée dans le cadre notamment de la loi pour le plein emploi et de la priorité donnée au bloc communal pour exercer une forme d'autorité de régulation au local. Et ces leviers sont également des financements majorés. Et ça va être évidemment le cœur de notre propos aujourd'hui avec ma collègue Delphine Bonvalet. Ces financements majorés, ce sont notamment pour les RPE, les crèches et les MAM, 1,5 milliard d'euros supplémentaires à horizon 2027 pour développer des places nouvelles. Ce chiffre-là, qui peut paraître un peu désincarné, entre guillemets, il est révélateur d'une chose, c'est que sur la période 2023-2027, le niveau d'augmentation des financements de la sécurité sociale au bénéfice des modes d'accueil, il est inédit quand on regarde les décennies antérieures. Sur la période, par exemple, 2018-2022, la branche famille consacrait 2% de dépenses supplémentaires par an pour financer les places nouvelles. Entre 2023 et 2027, on est sur un financement de plus 6% par an supplémentaire. Et donc, la sécurité sociale, qui est déjà le premier financeur public des modes d'accueil, va voir sa place renforcée et surtout, vous pouvez compter sur des moyens majorés pour développer des places
et soutenir la qualité des modes d'accueil existants sur vos territoires. J'insiste sur ce point parce que le cœur de notre propos et le cœur de notre préoccupation depuis l'année dernière côté CNAF et au sein des CAF, c'est de vous donner à voir que vous avez une opportunité inédite de développer des nouveaux modes d'accueil. Les élections municipales se profilent. On sait que dans 18 mois, les éventuels nouveaux projets ou les projets de rénovation seront à l'arrêt du fait des périodes de réserve, des périodes électorales, de la réalisation des nouveaux programmes. Et donc, on a en fait une fenêtre là d'opportunité pour développer des projets nouveaux qui est assez petite, qui est assez courte, et qui est l'année 2025. Et vous avez donc pour développer des projets sur cette année 2025 et pour faire fonctionner vos établissements des moyens inédits et majorés. Alors, quelques chiffres clés pour vous faire toucher du doigt cette ambition et les moyens associés. Donc, je l'ai dit, c'est 1,5 milliard d'euros supplémentaires, dont 300 millions dédiés au financement des crèches cofinancées par les collectivités locales. Le cœur de la sécurité sociale et l'État, c'est d'avoir bonifié le financement des crèches qui sont ou gérées ou cofinancées par une collectivité. C'est quelque chose d'inédit parce que jusqu'à présent, les financements de la CAF sont indifférents au mode de gestion. Et vous le savez, la prestation de service unique, elle est indifférente au fait de savoir si la crèche est associative, municipale ou du secteur privé lucratif. En 2027, le niveau de financement supplémentaire, en gros, un cinquième du financement supplémentaire dédié au mode d'accueil aura été versé au secteur cofinancé, le bloc communal. Que sur la décennie passée, on a constaté que le secteur communal avait été atone, c'est-à-dire que le niveau de financement supplémentaire consenti par les collectivités locales au bénéfice des crèches avait été plat, il n'avait pas augmenté. Ce qui, en période d'inflation et dans un moment où, par ailleurs, le nombre de places augmente, veut dire qu'en fait, le bloc communal a désolvabilisé les places qu'elle finançait. Au global, hein, je parle évidemment pas sur vos territoires, vous aurez certainement 1000 contre-exemples, mais au global, au national, le bloc communal a contribué à désolvabiliser en partie le secteur des crèches. Et donc, on a, sur la période 2023-2027, mis une priorité absolue sur le secteur du bloc communal pour lui permettre et vous permettre de redevenir dynamique. Donc, l'un des messages clés, c'est l'année clé, c'est 2025. Et à horizon 2027, il faudra que par l'effet du développement du nombre de places et le financement des places existantes, vous ayez consenti des dépenses supplémentaires au bénéfice des crèches et des relais petite enfance. On a par ailleurs les moyens de financer, enfin je dis on a, les CAF ont la possibilité de financer 440 animateurs de relais petite enfance supplémentaires, les moyens de cofinancer 35 000 places en crèche financées par la prestation de services unique supplémentaire et la possibilité, ou en tout cas l'ambition de labelliser 1000 accueils à vocation d'insertion professionnelle supplémentaire. Au bénéfice de tous ces, enfin, au service de tous ces objectifs, les CAF vous accompagnent de façon très plurielle. Donc, je ne vais pas commenter dans le détail cette slide, mais les CAF ont à vos côtés les moyens de vous donner de la donnée. Donc, c'est l'approfondissement de la connaissance du territoire. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas déjà en lien, mais je pense qu'en tant que CCAS, vous avez de fait ce lien très facile avec les CAF sur la question des diagnostics et de la statistique publique, mais les CAF ont un patrimoine de données inestimable pour vous aider à réaliser des diagnostics de qualité. Les CAF vous aident à financer les modes d'accueil. Les CAF sont aux côtés des allocataires, comme vous l'êtes vous, aux côtés des citoyens dans vos communes, pour leur permettre d'accéder aux droits et de leur donner de l'information de qualité. Et les CAF sont à vos côtés pour mobiliser les acteurs, parce que pour créer des places de crèche ou des relais petite enfance, il n'y a pas que la collectivité et la CAF, il y a d'autres acteurs et les CAF vous aident à les mobiliser à vos côtés et vous permettre d'accéder à des compétences d'ingénierie renforcées. Ça, c'est notamment l'exercice que nous menons aujourd'hui avec ma collègue, de vous donner justement un petit peu de connaissances renforcées sur le champ du financement des places de crèche. Donc, je vais m'arrêter un premier temps là, je m'étais donné 20 minutes et c'est parfait, je viens de tenir le délai. Nous avions à cœur de pouvoir faire un coup d'arrêt ici, donc on n'est pas rentré dans le détail des dispositifs de financement et je vous rassure, nous allons le faire après.
Mais on voulait commencer par ce panorama général en vous donnant quelques informations clés, y compris peut-être en heurtant un peu certaines représentations, pour commencer à marteler quelques messages clés qui sont: contribuons à augmenter la dépense publique au service des structures collectives, pensons à l'accueil individuel, et 2025 est une année charnière qu'il faudra déjà investir avec volontarisme. Voilà, donc je vous propose d'avoir un premier temps d'arrêt euh, sur cette séquence, et Madame Paulon, du coup, je vous laisse peut-être faire la modération aux besoins des échanges. Voilà. Je vois une remarque, le son coupe. J'espère que tout le monde m'entend quand même. Oui, c'est vrai que de temps en temps, il peut y avoir des petits, peut-être un Des problème petites de coupures. connexion, voilà, petite coupure. D'accord. Je vais tenter de mettre un casque, et je vous laisse pendant ce temps-là éventuellement poser les questions nécessaires. Alors, comme il n'y a pas du tout de questions, j'ai peur de vous avoir assommé là. Est-ce que c'est le cas ou Continuez sereinement. Madame Paulon, vous avez peut-être plus l'habitude que moi de votre réseau. Est-ce que les CAF ont commencé à communiquer au niveau local sur ces nouveaux financements? Eh bien, Madame Pitro, j'aurais aimé que vous nous le disiez, parce que en fait, c'est plutôt vous qui le savez. On communique, d'un point de vue très concret, je peux vous dire comment ça se passe. Au niveau national, on a une triple communication. D'abord, c'est nous qui émettons les circulaires. Donc, vous avez toute la réglementation et notamment les réformes financières qui sont disponibles sur le site CAFFR. Il y a une partie professionnelle et une sous-partie circulaire, texte de référence, dans lesquels vous retrouvez l'ensemble des éléments qu'on va vous présenter maintenant. Et donc, qui sont voilà, un peu les bibles de référence pour vous permettre de déployer nos dispositifs financiers. Par ailleurs, quand il y a des réformes d'ampleur, la CNAF communique par le biais de campagnes de presse, de communiqués de presse, de communication nationale. Et puis après, on a une communication plus partenariale, comme on le fait aujourd'hui, qui consiste à aller au-devant des réseaux qui nous le demandent pour voilà, venir faire de la pédagogie sur nos réformes. Et ça va devenir pratico-pratique pour voilà, rassurer Madame Jacquin-Dantin. Localement, les CAF communiquent de façon beaucoup plus proactive que ne le fait le national. Ça peut prendre des formes variées selon les territoires. Il y a des CAF qui réunissent de façon trimestrielle toutes les coordinations petite enfance des communes et des intercos du territoire. Il y a des CAF qui mettent en œuvre des démarches. C'est en ce moment plutôt le cas avec la mise en œuvre du service public de la petite enfance, des réunions avec l'ensemble des élus du territoire. Il y a des CAF qui investissent particulièrement le champ des comités départementaux des services aux familles. Donc voilà, les moyens sont variés. Si vous n'avez pas de contact privilégié avec votre CAF, je vous encourage, au moins par le biais de votre chargé de conseil et de développement, à solliciter des rendez-vous de niveau stratégique pour que vous puissiez être justement sensibiliser à toutes ces évolutions. En tout cas, ils ont des moyens de vous en informer. Et tout ce que je vous évoque concerne la métropole comme les Outre-mer. Je vous précise pour la personne qui posait la question dans le fil. J'espère que vous m'entendez mieux, et du coup, je vais poursuivre, et on va à partir de maintenant se partager la parole avec ma collègue Delphine Bonvalet pour la suite. On va rentrer dans le détail des dispositifs financiers d'accompagnement que les CAF consentent pour, d'une part, donc, soutenir et développer une offre d'accueil de qualité, notamment en crèche. Donc là, on va zoomer sur les crèches, même si vous l'avez compris, on a une attention assez forte au champ de l'accueil individuel. Nos dispositifs financiers pour améliorer l'information des parents, notamment via les relais petite enfance, et nos dispositifs visant à vous permettre de mobiliser tous vos partenaires au service de ces objectifs et que les collectivités ne soient pas seules agissantes sur leur territoire. On va tout d'abord venir. Alors, je suis désolé, je crois qu'il y a des micros ouverts. Et alors, pour le coup, au casque, je les entends très très fort dans mes écouteurs. Si les personnes peuvent couper les micros.
Merci beaucoup. Euh, Voilà, je crois que c'est bon. Merci. Désolé, c'était vraiment très dérangeant. Premier enjeu, vous aider à soutenir et développer une offre de qualité en crèche. Le constat commun que font les CAF et les collectivités, c'est que développer, c'est déjà une chose, mais maintenir une offre de qualité, c'est très coûteux pour une collectivité qui voit sa dépense inscrite dans la durée et assez évolutive. Et en plus, le secteur souffre d'une pénurie de personnel qui fait qu'on doit non seulement assumer une dépense importante, mais on n'est pas sûr de pouvoir recruter le personnel et faire tourner la structure dans la foulée. Et donc, il y a un double enjeu à la fois de se projeter pour anticiper les évolutions à venir, pouvoir rassurer le maire, le président du CCAS, combien me coûtera la structure, quel sera le reste à charge de la collectivité à horizon 5 ans, et par ailleurs, le faire tout en étant attractif pour le personnel, pour que les personnels aient envie de venir travailler, de se maintenir comme salariés de la collectivité. Au service du développement des places de crèche, le premier dispositif dont les CAF disposent vise à permettre aux collectivités de supporter les dépenses d'investissement. Donc là, c'est vraiment un objectif lié au développement du nombre de places en crèche. C'est coûteux pour la collectivité d'investir en investissement et donc la CAF aide la collectivité à limiter le coût en investissement. Les CAF ont une enveloppe financière de 430 millions d'euros par an au service de ce fonds qui s'appelle le plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant, donc on l'appelle le PIAGE. Par le biais du PIAGE, un porteur de projet, qu'il soit collectivité ou non, peut se voir financer jusqu'à 80% du coût d'un projet en investissement. Donc on est sur un niveau d'aide colossal pour une aide à l'investissement, puisqu'on parle là d'un apport en capital. Dans les faits, les projets financés par l'effet des barèmes par place de crèche qui sont proposés, on finance certes jusqu'à 80% du coût d'un projet, mais dans les faits, en moyenne, à peu près 40% du coût total d'un projet. Donc si vous financez une nouvelle crèche de taille moyenne à 2 millions d'euros, qui est un coût qui s'observe sur les territoires, eh bien, la CAF peut vous prendre en charge jusqu'à 800 000, 900 000 euros sur le coût total. Donc un exemple, par exemple, chiffré, vous avez une nouvelle structure qui sort de terre avec une ambition forte en matière de développement durable, ce qui donne lieu à une majoration du financement de la CAF, dès lors que la structure peut recevoir un label qui atteste de son ambition en matière de développement durable. Cette crèche va coûter 1,7 million d'euros pour 30 places. Eh bien, la CAF participera à hauteur de 780 000 euros si la crèche se situe par ailleurs dans un quartier politique de la ville ou en zone France Ruralité revitalisation, donc les anciennes zones de revitalisation rurale. Dans le cas c'est un exemple du cas que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le niveau de financement de la CAF s'élève en moyenne à peu près à 40% du coût total des projets. Ça, c'est pour l'investissement. Au cours de la COG 2023-2027, ce qu'il faut retenir, c'est que les barèmes qui avaient été fortement majorés en 2021 en sortie de crise sanitaire ont été maintenus à leur niveau le plus haut et que par ailleurs, les possibilités de financement majorées lorsqu'il y a une ambition relative au développement durable ont été rehaussées. Une fois que la crèche est sortie de terre, il faut la faire fonctionner annuellement et donc là, on a un objectif qui est de vous permettre de proposer une offre d'accueil accessible et adaptée aux besoins des familles d'une part et soutenable en termes de reste à charge pour la collectivité. C'est une gageure, c'est un défi collectif parce que les besoins des familles sont de nature très variée. Les revenus dont elles disposent pour vivre et payer la crèche sont très hétérogènes et la collectivité, elle doit sécuriser son niveau de recette pour compenser le coût que ça lui coûte de mettre en place le service. Historiquement, pour mettre en place, vous accompagner dans ce défi, les CAF versent ce qu'on appelle la prestation de service unique. C'est une subvention dont le montant dépend directement du volume d'activité mesuré à travers les heures facturées aux familles. Et c'est un dispositif qui neutralise le niveau de recette issu des familles. Et donc, ça vous garantit un niveau de recette, quel que soit le revenu des familles que vous accueillez.
on a, depuis 2018, fortement renforcé, aux côtés de la prestation de service unique, la part dite forfaitaire de financement des CAF, c'est-à-dire des dispositifs financiers qui s'adaptent non plus au recours des familles et à l'activité de la crèche, mais qui sont même plutôt indifférents au niveau d'activité de la crèche, mais qui s'adaptent aux caractéristiques du territoire et du public accueilli. Ça vous permet d'avoir de façon pluriannuelle un montant stable de recettes de l'équipement et qui ne dépend pas aussi fortement que la PSU du niveau d'activité. Les CAF consacrent à peu près 4 milliards d'euros au financement des crèches en 2024 et c'est sur ce volet-là qu'il y a l'augmentation la plus sensible du financement des CAF à horizon 2027, puisqu'il y aura eu entre 22 et 27 1,4 milliard d'euros supplémentaires à cet objectif. Toutes les crèches qui respectent le barème national des participations familiales sont éligibles à la prestation de service unique et les crèches qui sont gérées ou cofinancées par une collectivité publique, signataires d'une convention territoriale globale, font l'objet d'un financement majoré. C'est ce qu'on appelle le bonus territoire. Par le biais des différentes réformes que je vais vous présenter dans les 2-3 slides suivantes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à horizon 2027, le niveau de financement des CAF dans le coût global d'une crèche va augmenter. On évalue en 2022 que la CAF finance à peu près 63% du coût total d'une crèche. En 2027, elle en financera 66% en moyenne, donc plus qu'en 2023. Et enfin, je dis CAF, c'est CAF et famille. Les CAF et les familles financeront 66% du coût total d'une place de crèche en 2027. Et à l'intérieur de ce paquet, la part forfaitaire de financement, c'est-à-dire celle qui ne dépend pas du volume d'activité, elle sera passée d'à peu près 0% en 2018, 28% en 2022 et 32% en 2027. Donc en gros, en cible, un tiers du financement que la CAF vous verse, particulièrement vous qui êtes dans le champ du bloc communal, un tiers du financement que la CAF vous verse ne sera pas dépendant du volume d'activité de votre structure et ça concourt, en tout cas ça doit concourir, et c'était une demande forte des associations d'élus, à sécuriser votre niveau de recette. Voilà un petit graphique alors qui illustre il n'y a pas de notion d'échelle dans ce qu'on vous présente là, mais c'est au moins pour que vous puissiez le voir de façon plus claire. Vous voyez qu'en 2022, une place de crèche en moyenne, ça coûte 17 500 € à produire, entre guillemets, avec 80% de coûts de personnel. Et les familles et les CAF assurent 63% du coût. En 2027, le camembert a grossi un peu, ça coûtera plus cher, mais la CAF prendra une part d'autant plus importante du coût total par l'effet notamment de l'augmentation de ce qu'on appelle le bonus territoire CTG et le bonus trajectoire de développement. Alors je vais faire un focus sur le bonus territoire CTG. Au sein des 4 milliards d'euros que j'évoquais tout à l'heure, les CAF consacrent 230 millions d'euros supplémentaires au financement du bonus territoire CTG à horizon 2027. À partir de ce bonus territoire CTG, pour ceux qui sont familiers avec la notion, c'est le successeur des contrats enfance-jeunesse, enfin de la prestation de service enfance-jeunesse qui existe depuis les contrats temps libre et les contrats enfance-jeunesse il y a quelques décennies. Il s'appelle donc aujourd'hui le bonus territoire CTG. Il représente entre 10 et 20% du financement total des CAF. Et son financement, il dépend en gros de la capacité de financement de la collectivité, donc ce qu'on appelle son potentiel financier, la capacité qu'a la collectivité à financer des services aux familles, et le niveau de vie des habitants, qui est mesuré à travers ce qu'on appelle le revenu médian des habitants. Il est stable dans le temps, il ne dépend pas de l'activité, et modulo quelques subtilités que je vais passer ici, il ne baisse jamais. Il est stable ou il est en augmentation. Ce qui est nouveau à partir de 2025, c'est qu'il va augmenter fortement tous les ans et à un rythme très supérieur à l'inflation. À partir de 2025, si vous identifiez aujourd'hui le montant de votre bonus territoire dans vos structures, vous pouvez compter sur le fait qu'en 2025, il augmentera de 10%, puis de 8,5% par an en 2026, puis en 2027, et au total sur les 3 ans, il aura augmenté de près de 30%. Ça, c'est une mesure doublement importante pour vous. D'une part parce qu'elle vous donne de la visibilité. Là, vous savez que vous pouvez compter sur ces barèmes à horizon 2027 et faire vos prévisions en fonction. C'est un dispositif financier qui est réservé aux structures qui sont gérées ou cofinancées par le bloc communal. Donc, ça marque par ce dispositif la préférence que j'évoquais tout à l'heure d'un financement majoré des CAF en direction des structures qui sont cofinancées par le secteur public local. Et par ailleurs, c'est
des augmentations, vous le comprenez, très très sensibles, hein, enfin très, je veux dire, significatives, qui permettent d'augmenter ce qu'on appelle la part forfaitaire de financement des CAF en direction des crèches, c'est-à-dire un financement qui n'est pas lié au volume d'activité que vous proposez aux parents et aux habitants de vos territoires. On vous donne là un exemple, pour le coup, qui est un peu à l'échelle. En 2024, vous avez une structure qui est positionnée dans un quartier politique de la ville, qui reçoit de la PSU, qui reçoit le tarif des familles et puis qui a une petite part de bonus territoire CTG. Dans ces quartiers politiques de la ville, dans ce cas de figure, le bonus territoire CTG, il aura augmenté de 77% à horizon 2027 par l'effet des barèmes qui sont majorés dans ces territoires. Et donc, vous voyez que la structure de coût à horizon 2027, elle aura fortement évolué au bénéfice d'une part forfaitaire plus importante, donc plus de sécurité pour le gestionnaire. À côté de ce dispositif, donc 230 millions d'euros à horizon 2027, on a conçu un nouveau dispositif qui est une forme d'expérimentation qu'on appelle le bonus trajectoire de développement. Et les CAF consacrent 70 millions d'euros à cette enveloppe, enfin à ce dispositif à horizon 2027. Très concrètement, comment ça fonctionne? À partir de 2025, sur vos territoires, si le nombre de places que la collectivité finance augmente, la CAF verse un bonus supplémentaire, non pas aux nouvelles places créées, mais à toutes les places du territoire. La vision qu'il y a derrière, alors vous m'en excuserez d'avance, c'est complexe, mais on essaye, enfin c'est complexe à mettre en œuvre, mais la vision derrière, elle est assez pure, on va dire. C'est que vous demandez de développer des places de crèche quand vous avez déjà des coûts importants pour gérer celles qui existent, c'est quasiment un exercice impossible. Parce que la gestion ou le cofinancement des places existantes pèse déjà fortement sur les finances de la collectivité. Et donc là, l'idée, c'est que la CAF va augmenter son financement sur toutes les places du territoire en contrepartie de l'augmentation du nombre de places totales cofinancées par la collectivité. Concrètement, si le nombre de places augmente de 10% par exemple, eh bien, le bonus versé par place sera de 200 euros par place et par an supplémentaire dès 2025. Et très concrètement, on compare le nombre de places en crèche entre 2023 et 2025, puis entre 2023 et 2026, puis entre 2023 et 2027, et on refait à chaque fois ce calcul, cette comparaison, et ça détermine l'opportunité du versement de ce bonus par place et par an, et encore une fois sur toutes les places, tout le stock, on appelle ça, des places du territoire. On vous a remis là encore un exemple chiffré. Prenons alors là c'est vraiment un exemple très théorique, hein. Une collectivité intervient dans le cofinancement, donc par exemple un CCAS, voilà, gère 3 crèches qui au total font 100 places en crèche PSU. À horizon 2027, la collectivité a créé ou a cofinancé 15 places de plus en finançant une crèche associative, et il y a 15 places de plus sur le territoire. Donc on est passé de 100 à 115 places. En 2023, la CAF, elle finançait les 100 places à hauteur de 1 million ou 1 290 000 euros. En 2027, ces 115 places, elle les financera à hauteur de quasiment 1,4 million. Et donc, le nombre de places cofinancées, enfin, ou financées par la collectivité aura augmenté de 15%, mais le financement CAF total, il aura augmenté, lui, de 35%, sous l'effet de l'augmentation du bonus territoire que j'évoquais juste à l'instant, et sous l'effet de ce bonus trajectoire de développement. C'est une expérimentation, ça n'existait pas auparavant. Il faudra qu'on puisse en faire le bilan du point de vue notamment de la capacité des acteurs à s'en saisir, parce que c'est complexe. Mais en tout cas, on essaye aujourd'hui de vous en montrer l'esprit et de vous montrer que les CAF sont très solidaires auprès des collectivités de l'effet d'une augmentation du nombre de places sur la collectivité. Voilà, là j'ai conscience que c'était encore assez complexe. Donc, on a choisi de venir faire un nouveau temps de questions-réponses à ce stade avant d'aller sur les réformes, plus particulièrement de la prestation de service unique, qui est ce qui vient derrière, ce qu'on appelle notamment la linéarisation du calcul et le financement des journées pédagogiques. Donc, je reviens sur les questions-réponses pour voir si il y a des questions à prendre. Et n'hésitez pas à prendre la parole aussi pour me les poser directement, hein. Oui, il y a des questions, dans le chat, du coup. D'accord. Alors, comment voit-on sur les bordereaux de versement la part du bonus territoire? Alors, c'est une très bonne question. Je ne vais pas être un expert de ce point-là. Votre question démontre que vous avez, je pense, Madame Magnette, opportunité à faire un temps dédié de rendez-vous avec votre chargé de conseil et de développement et ce qu'on appelle votre gestionnaire conseil à la CAF, c'est-à-dire la personne qui gère les versements en tant que tel.
les notifications, normalement, intègrent le dispositif de financement qu'ils concernent. Voilà, parce qu'il y a des versements qui concernent la prestation de service unique, d'autres qui concernent un certain nombre de bonus. Donc, c'est des éléments qui doivent être spécifiés dans l'objet ou dans le nommage de la notification. Mais d'une part, je n'en suis pas certain, et d'autre part, je pense que votre agent en local sera plus susceptible que moi de vous apporter cette précision. Ah bah, je vois que Madame Belloc avait répondu à ma place. Parfait, merci. Est-ce que vous aurez le PowerPoint sous votre plein contrôle, Madame Paulon? Il n'y a aucun problème pour nous, on l'a conçu dans cet esprit, donc pas de souci. Et le bonus territoire augmentera de 10% pour toutes les structures, quelle que soit sa taille, sa zone géographique, etc. Alors, merci beaucoup pour cette question. Il faut que je rentre dans le détail sur 2 points. Donc, c'est 10% au global, mais ça masque des disparités. Et notamment, je l'ai évoqué dans l'exemple chiffré, ce sont les structures des territoires les plus vulnérables, donc celles dans lesquelles le revenu médian par habitant est le plus faible et où le potentiel fiscal, enfin le potentiel financier de la collectivité est le plus faible. C'est dans ces territoires que le barème augmentera le plus vite. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un effet de plafonnement. Donc, si vous êtes déjà très haut, il est possible que votre bonus n'augmente pas autant parce qu'il y a un plafond dans le financement des CAF. Enfin, il y en a 2 en fait. Le premier plafond, c'est que les places existantes ne seront jamais mieux financées que les places nouvelles. Donc, il y a le barème du bonus territoire versé pour des places complètement nouvelles constitue un plafond. Si vous avez des places existantes qui sont déjà quasiment à ce plafond, elles n'augmenteront pas au-delà. Le deuxième plafond, c'est que, notamment dans les structures qui sont très très bien financées par les CAF, sachez que les CAF ne peuvent pas financer plus de 90% du coût de la place. Donc en fait, il y a un écrêtement du bonus territoire quand ce montant est atteint. Voilà. Mais là on parle de structures déjà tellement bien financées que ce n'est pas forcément une préoccupation. La collectivité réfléchit à ouvrir la petite crèche 1 jour de plus par semaine et la moitié des vacances scolaires sera-t-elle concernée par le bonus territoire? Même nombre de places, mais plus de jours d'ouverture dans l'année. Alors ça, je vous remercie beaucoup pour cette question parce que on rentre dans le détail des choses et notamment des effets de bord et des biais de représentation qu'il peut y avoir. La prestation CAF qui est sensible à l'activité des structures, c'est la prestation de service unique. Et l'activité des structures, on ne la mesure pas à travers le nombre de jours d'ouverture ou le nombre d'heures d'ouverture, mais à travers le nombre d'heures effectives d'accueil, ou en tout cas le nombre d'heures facturées aux familles. La demande insistante des gestionnaires et notamment des partenaires du bloc communal au moment de la préparation de la COG a été d'enlever de la pression aux gestionnaires sur le plan de l'activité. Donc, si vous vous en rappelez, il y a quelques années, il y a un certain nombre de subventions des CAF qui étaient liées, par exemple, au fait d'atteindre un taux d'occupation minimal. Cette condition a été levée. Donc, depuis 2020, elle n'existe plus. Et désormais, nous accentuons la part de financement liée à ce qu'on appelle le bonus territoire, qui est indifférent au temps d'ouverture et au volume d'activité. Et donc, l'ouverture d'un jour de plus par semaine ou l'ouverture pendant des petites vacances scolaires au cours desquelles la crèche était antérieurement fermée est sans effet sur le montant du bonus territoire, non pas parce qu'on est indifférent à ça, mais parce qu'en fait, le volume de ce bonus était déjà indifférent à ça quand la crèche était fermée, si vous voulez. Donc le fait que cette crèche avait été fermée 1 jour par semaine n'emportait pas diminution de son montant auparavant, donc il ne sera pas majoré quand elle ouvrira 1 jour de plus. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je conçois que ce soit très rapide, hein, c'est ce que je retiens de l'une des interventions. Et évidemment, nous, on navigue là dans ce qui nous est connu, mais donc vous aurez le support. On aura une dernière séquence de questions-réponses après la présentation de ma collègue. Et encore une fois, nous pouvons revenir, hein, donc n'hésitez pas. Et puis surtout, prenez contact avec vos CAF pour approfondir l'exercice en local. Du coup, je laisse la parole à ma collègue qui va poursuivre avec cette fois les réformes qui touchent la prestation de service unique.
Merci Guillaume. Rebonjour à toutes et à tous. Donc on en vient effectivement à ce qu'on appelle la linéarisation de la PSU, c'est-à-dire une nouvelle modalité de calcul qui rentre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Comme vous le savez, la PSU elle avait été mise en place en 2002 et elle a subi une réforme importante en 2014 qui visait à prendre en compte le niveau de service rendu par la structure mesurée par la fourniture des couches et des repas, et aussi par la prise en compte du taux de facturation qui est l'écart entre les heures réalisées et les heures facturées aux familles, qui permet de mesurer l'adaptation des contrats d'accueil à leurs besoins. Cette réforme en 2014, elle a mis en place 3 tranches de PSU et donc elle a engendré des effets de seuil qui ont eux-mêmes induit une insécurité financière de la part des gestionnaires liée à ces effets de seuil, et en fonction de là où le gestionnaire se situait par rapport à son taux de facturation autour de l'effet de seuil, il pouvait avoir brutalement une baisse de recettes qui était particulièrement insécurisante et qui était parfois liée au fonctionnement classique de la structure. Par exemple, le fait pour une famille de récupérer plus tôt un enfant dans la journée, ou bien le fait pour des parents de poser une journée de RTT. Donc ce fonctionnement classique avait un impact sur le taux de facturation et avait aussi après un impact sur les recettes, ce qui a conduit les gestionnaires à piloter de manière très fine leur taux de facturation, et ce qui a engendré une lourdeur administrative pour les professionnels, et parfois aussi des impacts en termes de qualité et de rigidité des relations entre la famille et le gestionnaire, qui étaient à rebours des objectifs de développement de l'enfant, de soutien à la parentalité qu'on poursuit globalement tous ensemble, tous les acteurs des politiques publiques. Donc cette réforme, ça vise vraiment à sécuriser les recettes des gestionnaires et à permettre aux professionnels de se recentrer sur leur cœur de métier, qui est l'accueil des enfants et de leurs familles. Et donc très concrètement, à partir de 2025, on fait une modification paramétrique, c'est-à-dire toute la plus-value de la PSU en termes d'accessibilité financière des familles, on n'y touche pas. Par contre, on va corriger les effets de bord et on va supprimer les effets de seuil qui allégera la pression administrative et financière sur les structures. Les CAF vont y consacrer 78 millions d'euros dès 2025, et cette réforme va concerner toutes les crèches qui sont financées par la PSU. Le nouveau barème qui sera applicable à compter de 2025 sera mis en ligne sur le caf.fr le jour de Noël, le jour du réveillon, le 24 décembre. Du coup, concrètement, en fait, on va avoir un prix plafond de la PSU qui va être dégressif à mesure que le taux de facturation augmente. Ce qu'il faut retenir, au-delà de ces considérations mathématiques, c'est qu'on n'aura plus d'effet de seuil sécurisant et qu'il n'y aura plus de passage autour de 107% et de 117% qui étaient sensibles et critiques. Donc, on vous a mis un exemple. Sur l'histogramme à gauche, on a le barème actuel non linéarisé, et quand on était entre 106,8 ou 107,05%, quand une structure passait de l'un à l'autre, on avait une baisse de recettes de 11 000 euros sur une PSU globale de 150 000 euros, alors même que c'est un tout petit écart de taux de facturation. Avec la réforme, on aura un effet quasiment nul, puisqu'on aura juste une baisse de recettes de 80 euros, ce qui est minime, et c'est un écart qui est vraiment lié à un fonctionnement classique de la structure. Donc c'est vraiment sécuriser les recettes des gestionnaires et redonner un peu de sens au projet d'accueil et de prendre en compte la qualité de vie au travail et la qualité de l'accueil qu'il peut y avoir inhérente à chaque structure. Donc on associe cette nouvelle réforme de linéarisation de la PSU à une dimension de prise en compte de la qualité, tout comme 2 nouvelles mesures
qui sont à compter de 2024. Depuis 2024, les CAF financent jusqu'à 3 journées pédagogiques par an et par structure. Ce sont des temps durant lesquels les professionnels se retrouvent en dehors de la présence des enfants. Donc la structure est fermée au public ce jour-là. C'est des temps de réflexion qui sont particulièrement propices à l'analyse de la pratique, à des réflexions autour des pratiques pédagogiques visant à réviser le projet d'accueil, par exemple, ou à mettre à jour les connaissances. Ça a un impact sur la prévention des maltraitances et donc sur la qualité de l'accueil, comme l'a pu le mentionner l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport sur la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance qui avait été rendu public en mars 2023. Et donc, quand la structure met en place cette journée pédagogique, la CAF va venir compenser la perte de recettes liée, enfin le manque à gagner lié au fait que du coup les familles ne sont pas accueillies, donc la structure ne va bénéficier ni de participation familiale ni de prestations de services uniques. Donc ça c'est la première mesure, et la deuxième mesure aussi en faveur de la qualité, c'est les heures de préparation à l'accueil du jeune enfant. Alors là c'est pas complètement nouveauté, c'est une nouvelle dénomination et une nouvelle modalité de calcul des anciennes heures de concertation. Donc là, c'est aussi du temps de travail entre professionnels en dehors de la présence effective des enfants. Ça vise également à préparer au mieux l'accueil de l'enfant, à permettre tous les temps d'accompagnement à l'enparentalité que les professionnels peuvent avoir avec les familles, et le cas échéant à faire des liens avec les partenaires quand la situation spécifique des enfants, par exemple ceux en situation de handicap ou ceux dont les parents sont dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle. Voilà, toute situation sociale, familiale un peu spécifique demande un accompagnement spécifique et donc du temps. Donc on a voulu le valoriser. Et ce changement de dénomination s'accompagne aussi en un changement de modalité de calcul. Autrefois, les heures de concertation étaient calculées à la place. Aujourd'hui, les heures de préparation à l'accueil du jeune enfant sont calculées à l'enfant. Et comme il y a plus d'enfants accueillis que de places, ça implique un budget supplémentaire qui est consacré par la branche famille. Au total, ces deux mesures, journée pédagogique et heures de préparation à l'accueil du jeune enfant, c'est un montant supplémentaire de 50 millions d'euros à horizon 2027. Et donc concrètement, pour une structure, l'organisation de journées pédagogiques, c'est jusqu'à 200 € supplémentaires par place. Donc un autre petit exemple, pour une collectivité qui gère une crèche de 30 places, elle a un reste à charge de 200 000 € par an. Si elle organisait déjà 3 journées pédagogiques par an, ça représentait 6 000 € de recettes en moins. Et à compter de 2024, la collectivité, elle aura cette compensation financière intégrale de 6 000 € qui sera financée par la CAF. Donc c'est en 2024, et les heures de préparation à l'accueil du jeune enfant, ça rentre en vigueur en 2025. Nous pouvons passer maintenant à un nouveau dispositif aussi mis en place en 2024 qui vise à renforcer l'attractivité des métiers, à attirer de nouveaux professionnels et à fidéliser ceux qui sont actuellement en poste. Actuellement, vous savez que le secteur souffre d'une pénurie particulièrement marquée qui a pour conséquence notamment que les employeurs en arrivent à se faire concurrence les uns avec les autres dans le recrutement des professionnels. Et donc la branche famille à une action qui vise à atténuer le coût des revalorisations salariales entreprises dans le cadre commun à tous les employeurs et qui vise à restaurer l'attractivité de toute la filière. Concrètement, c'est une enveloppe financière de 238 millions d'euros supplémentaires par an à horizon 2027. Et concrètement, dès 2024, la CAF compense jusqu'à 66% du surcoût pour l'employeur lié à cette revalorisation salariale de tous les professionnels qui sont placés auprès des enfants ou en fonction de direction. Donc, pour vous, collectivités qui employez du personnel dans les crèches PSU, si vous revalorisez le régime indemnitaire des agents auprès des enfants,
ou en fonction de direction, vous pouvez y prétendre si cette revalorisation est pour un montant minimum de 100 € net mensuels. Et puis il y a aussi des conditions qui sont un peu différentes pour les employeurs du secteur privé. Pour le secteur public, la pièce justificative pour le déclenchement du bonus attractivité par la CAF, c'est la délibération de la collectivité par laquelle elle statue et elle met en place les revalorisations salariales, accompagnée d'un document déclaratif qui est à remplir selon un formulaire qui est prévu dans la circulaire bonus attractivité de la CAF. Je vous ai remis la référence, elle est accessible sur le CAF.fr. Et puis les dates d'effet dépendent de la date de la délibération. Donc entre le 1er janvier, si la délibération intervient entre le 1er juillet et le 1er janvier de l'année N, la revalorisation sera au 1er janvier et si la délibération intervient entre le 2 janvier et le 1er juillet, la revalorisation interviendra à compter du 1er juillet de l'année N. Il y avait une disposition un peu particulière pour l'année 2024 qui était l'année de mise en œuvre. Concrètement, c'est un montant de 470 € par placé par an à partir de la date de prise en compte des revalorisations salariales par la CAF. Et donc pour une structure qui gère une crèche de 30 places, si elle revalorise le régime indemnitaire du personnel au 1er janvier 2025, elle recevra une recette supplémentaire de 14 700 € en année pleine pour un coût total employeur qu'elle supportera à hauteur de 22 000 €. Madame Paulon, comme il est 15h30, je voudrais vérifier avec vous qu'on a encore quelques minutes. On a encore quelques dispositifs qu'on peut présenter, mais voilà, on ne veut pas prendre sur un temps que vous aviez peut-être prévu pour d'autres sujets derrière dans votre groupe de travail. En fait. Non, vous inquiétez pas, j'avais prévu déjà le coup. Je savais que ça allait faire, ça allait faire son effet. Nous qui n'avons jamais de retard, franchement, vous aviez prévu. Non, c'est très gentil. Merci à vous et merci de votre attention collective. Du coup, je te laisse, Delphine, poursuivre avec le Fonds de modernisation des établissements. Donc, le fonds de modernisation appartient à la catégorie des aides à l'investissement, mais c'est un fonds qui a aussi un impact sur la qualité de vie au travail depuis cette COG, et donc on le valorise aussi en termes de fidélisation et d'attractivité de la filière. Aujourd'hui, et ce qui avait été aussi mis en avant par le rapport de l'IGAS, c'est que les professionnels interviennent dans des conditions matérielles qui sont parfois inadaptées, toujours difficiles, notamment au regard de l'activité intrinsèque des structures liées au bruit, le fait qu'elles sont souvent en posture près du sol, qu'elles effectuent des gestes de portage qui sont fatigants et pénibles. Et donc il était préconisé que les structures puissent s'équiper de mobilier adapté à la taille des adultes, qu'ils puissent avoir des salles de pause, concrètement des canapés pour pouvoir se reposer, des chaises à leur hauteur. Et donc la COG prévoit le financement de tout ce mobilier matériel adapté via le fonds de modernisation des établissements d'accueil du jeune enfant. Ça peut aussi passer par l'amélioration du confort acoustique, thermique des pièces et tout le matériel ergonomique. C'est une mesure qui peut aller jusqu'à 61 millions d'euros par an, et la CAF finance 80% du coût du projet de rénovation ou d'équipement, et c'est éligible aussi bien pour les gestionnaires de structures en PSU ou en PAGE. Et donc voilà. Et donc concrètement, les montants, c'est entre 4 800 et 6 800 € par place, selon la nature du projet, toujours dans la limite de 80% du coût en crèche PSU. Et il y a aussi un volet important en matière de valorisation et d'accompagnement des projets avec une dimension développement durable, également pour améliorer la qualité de l'accueil, la qualité de vie au travail et l'impact des structures dans tout le bilan carbone et la transition écologique. Donc une crèche de 30 berceaux qui décide de faire l'acquisition d'un matériel ergonomique pour un montant par exemple de 10 000 € se verra attribuer une aide à hauteur de 8 000 €.
Ah bah, merci beaucoup Delphine. Alors la suite de notre présentation est plutôt centrée sur le volet relais petite enfance, information des familles. Donc on peut le développer, mais je m'en remets à vous, Madame Paulon. Voilà, c'est peut-être prudent de faire déjà un premier temps d'échange ici. Et voilà, au regard de votre demande d'intervention, on sent que c'était plutôt centré sur ces sujets crèches. Sachez que dans le PowerPoint qu'on vous donne, en tout cas, enfin qu'on vous remet à l'issue, il y a quelques slides dédiés au financement, en investissement et au fonctionnement des relais petite enfance, si ça peut intéresser certains Ouais. CCAS qui seraient en situation de gestion de RPE aussi. Ouais, je pense, oui. Et après, je pense, oui, il faudrait peut-être faire un petit temps de questions-réponses parce qu'il y a une question qui a été faite il y a un petit moment déjà Oui, et je pense qu'elle s'est noyée un peu dans le chat. Euh, ok. Est-ce que vous pouvez la redire? Oui, c'était du coup une question qui concerne l'augmentation des financements. Est-ce qu'ils peuvent se traduire par une revalorisation salariale des professionnels de crèche? C'est la grande interrogation dans un contexte de pénurie. D'accord. Alors, j'ai deux réponses là-dessus. La première chose, c'est que ça va me permettre de revenir sur les objectifs généraux des réformes qu'on engage depuis 2023. En fait, les financements des crèches, ils servent déjà à financer 80% des salaires. Donc, enfin, ils servent déjà à financer pour 80% de la masse salariale, puisque c'est la structure de coût d'une crèche. Donc, en fait, quand les financements CAF augmentent, et ils ne cessent d'augmenter, c'est bien pour financer à 80% des augmentations de salaire ou des augmentations d'effectifs. Ce qui est nouveau depuis 2023, enfin et en fait depuis, la mise en œuvre du bonus attractivité, donc en 2024, c'est qu'on ne se contente plus de payer des salaires en étant indifférent au niveau des salaires, mais on conditionne des financements au niveau effectif des salaires. Donc ça, c'est une évolution, très importante. Vous savez qu'on parle beaucoup de réforme des financements, actuellement et à travers ce dispositif, on a quand même déjà introduit une évolution très significative. C'est que les CAF cessent d'être aveugles aux conditions. Vous m'entendez toujours? Oui. Ah, il y a quelqu'un qui a dû raccrocher. J'ai entendu un son de raccrocher. Excusez-moi. Donc on cesse d'être, les CAF cessent d'être indifférentes aux conditions d'emploi, des personnels. Mais avant le bonus attractivité, quand on augmente la PSU, quand on augmente les bonus territoires, quand on augmentait avant les CEJ, en fait, on était déjà en train de les CAF étaient déjà en train de financer, en fait, en très grande partie, des augmentations de salaire. Avec le bonus attractivité, mais je crois que la question était intervenue avant la présentation de Delphine, centrée sur ce sujet. Le bonus attractivité, cette fois, lui, il est conditionné à des évolutions de salaire qui passent dans le secteur public par des délibérations du conseil municipal qui prévoient explicitement ces augmentations de salaire pour les professionnels de crèche auprès d'enfants et en fonction de direction. Voilà. Donc c'est la réponse, c'est toutes les augmentations des CAF servent en fait à financer des salaires et là, il y a un bonus attractivité qui vient majorer des financements quand ça rentre dans un cadre particulier qui est celui de, on va dire, de l'avènement d'un socle social commun dans le secteur de la petite enfance. Ça me permet de revenir sur une autre très bonne question qui était posée sur pourquoi le secteur public et le secteur privé ne reçoivent pas les mêmes montants de bonus attractivité. Alors, je vous ai remis les liens vers les circulaires de ces différents dispositifs dans le chat et la circulaire relative au bonus attractivité donne quelques éléments de réponse par rapport à ça, mais je vais les reprendre ici. En fait, il y a deux raisons. La première, c'est que le coût chargé d'un poste dans le secteur public et dans le secteur privé n'est pas le même. Donc, entre le net que perçoit le salarié et le coût effectif que l'employeur supporte, le secteur privé a une différence beaucoup plus importante que dans le secteur public, du fait de l'effet des montants des cotisations sociales, tout simplement. Le deuxième élément, c'est que dans le secteur public, il a été estimé par l'État au moment de la mise en œuvre de ce dispositif que les agents avaient déjà bénéficié pour une part de mesures liées comment dire, à leur cadre indiciaire, par des mesures de points qui avaient été prises sur les mois précédant la réforme. Et donc par le double effet de cette prise en compte de l'antériorité sur le régime indiciaire d'une part et la différence de ce qu'on appelle le taux de dilatation entre le net et le super brut pour l'employeur, eh bien le montant du bonus n'est pas le même. Mais à la fin, ça revient à un niveau d'accompagnement par l'État équivalent pour le niveau d'augmentation qui est évalué à 150 € en moyenne par salarié. Il y avait enfin une question liée à qu'est-ce qui se passe en 2027.
Donc, on aurait dû mettre une référence à cette question dans les slides puisqu'on nous la pose à chaque fois. Et on répond toujours la même chose. C'est que nous sommes relativement impuissants à vous donner une quelconque information formelle et objective parce qu'on est inscrit dans une convention d'objectifs et de gestion et donc on construit des dispositifs qui valent pour la durée de la COG et qui, en tout cas, pour vous, vous engagent sur la durée de la COF, donc la convention d'objectifs et de financement qui lie le gestionnaire, donc vous, à la CAF. Donc, vous avez des garanties sur la durée de votre COF. Ça, c'est pour la réponse formelle. Entre nous, sur le secteur de l'accueil du jeune enfant, on n'a jamais vu des subventions. Enfin, il y a eu des précédents, mais en tout cas, ils sont lointains et rares. On a rarement vu des financements réduire. Donc tous les financements nouveaux sont généralement pérennisés, soit parce qu'ils continuent d'exister après avoir été mis en œuvre, soit parce qu'ils sont réintégrés, on va dire, dans le pot commun. Donc là, est-ce que ce sera réintégré dans un bonus universel, dans la PSU, dans une refonte plus générale demain? On n'est pas capable de vous le dire, mais en revanche, il y a, voilà, compte tenu notamment de l'objectif qui vise à augmenter les personnels et garantir la pérennité, enfin comment dire, l'attractivité de la filière, il y a fort à parier que cette masse financière ne disparaîtra pas. Voilà. Je vois quelques autres questions. Pour le fonds de modernisation, j'imagine qu'il y a un dossier d'appel à projet. À quelle date? Alors, merci beaucoup pour cette question aussi. Très concrètement, le fonds de modernisation, ça fonctionne par 2 moyens. Il y a des appels à projets que lancent les CAF, mais il y a aussi une logique de guichet. Donc, vous pouvez déposer des dossiers pour demander l'examen d'un projet sans attendre que la CAF lance un appel à projet. Voilà. En lançant un appel à projet, en fait, la CAF, elle organise un peu sa charge dans l'année et ça lui permet de communiquer auprès des partenaires sur tout ce qui existe et qu'elle propose. Mais c'est un fonds national qui relève d'une réglementation nationale avec une circulaire qui est nationale, qui est publique, notamment sur le CAFFR. Et donc, vous avez la possibilité de déposer des projets sans attendre qu'un appel à projet soit lancé. Les financements à l'investissement sont-ils aussi destinés à la rénovation de structures permettant d'améliorer la qualité d'accueil? Alors, ma collègue l'a un petit peu évoqué. En fait, à l'origine, le fonds de modernisation des établissements, c'est un fonds qui sert à préserver les structures de la perspective d'une fermeture. Donc, on est vraiment sur l'idée que les structures vieillissantes doivent rester attractives pour les familles, doivent rester propices à un accueil de qualité pour les enfants, doivent rester propices à un travail dans des bonnes conditions pour les professionnels. Et l'idée, c'est que ça coûte moins cher à la collectivité de restaurer une structure vieillissante que d'attendre qu'elle dépérisse et d'en construire une nouvelle. Donc oui, historiquement, le fonds de modernisation vise à améliorer la qualité d'accueil. Depuis 2024, on a explicité par ailleurs des motifs d'intervention qui visent vraiment à amplifier cet objectif. Donc par exemple, tout ce qui va être intervention relatif à l'amélioration du confort d'été ou du confort d'hiver, et donc notamment à l'isolation thermique, est pris en compte. Tout ce qui concerne l'isolation phonique est pris en compte. Et tous les travaux qui visent à réduire la taille des groupes et donc un peu les stratégies de décloisonnement au sein des établissements sont également pris en compte comme des motifs de mobilisation de ce fonds. Voilà. La circulaire est assez explicite sur déjà sur les dépenses éligibles et sur la nature des projets qui sont éligibles. Et on a essayé justement d'accélérer la mobilisation de ce fonds par les partenaires en élargissant un peu les motifs et notamment ceux qui ont trait justement à la qualité d'accueil. Il y a une question relative au financement des missions liées au SPPE. Donc là, on prend un peu de hauteur parce qu'on n'est plus sur strictement un sujet financement des crèches. Et c'était pas strictement le propos aujourd'hui. Il y a, comment dire, il y a une réponse très formelle à ce que vous demandez et qui est en l'occurrence pas une réponse très satisfaisante, c'est que les missions nouvelles résultant de la loi pour le plein emploi
et qui pèsent sur les collectivités locales. Et donc, je signale que dans ces compétences nouvelles, il n'y a pas le financement ou la gestion des crèches, hein. On est sur des missions d'information des familles, de planification du développement, etc. Ces missions nouvelles font l'objet, et la loi le prévoit, d'une dotation financière de l'État pour compenser les charges résultant de l'inscription dans la loi d'une compétence obligatoire pour les communes. L'enveloppe financière dédiée à cette compensation, elle est dans le projet de loi de finances. Donc il ne vous aura pas échappé que ce projet de loi de finances a été, comment dire, est tombé quoi, du fait de la censure du gouvernement. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas comment, en janvier 2025, va être prévu ou s'il est toujours prévu une compensation financière pour ces missions nouvelles. Donc ça, c'est la réponse formelle et évidemment peu satisfaisante pour le bloc communal que ça inquiète légitimement. La réalité, c'est que le service public de la petite enfance, au-delà des missions nouvelles des missions obligatoires nouvelles qui s'imposent aux collectivités, c'est surtout la mise en visibilité de tout ce que les collectivités font déjà. Et donc l'information des familles, la planification via notamment les CTG avec les CAF et la gestion des structures, des RPE, des crèches, vous le faites déjà. Et vous le faites notamment grâce à l'apport de cofinancement des CAF qui sont, vous l'avez vu, majorés au cours de la COG et qui représenteront une part d'autant plus importante du financement des services que vous gérez. Donc le message principal, c'est 2025 est une année clé d'une part, mais surtout n'attendez pas tout de la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi. En fait, vous l'incarnez déjà, le service public de la petite enfance. On l'a vu tout à l'heure, les finances publiques, c'est 15 milliards d'euros et une bonne part, ce sont les collectivités locales. Vous êtes largement aidé par les CAF qui cofinancent en investissement et en fonctionnement. Et ça, ce sont des dépenses, enfin des leviers financiers qui sont majorés. Et donc, voilà, sachez compter sur les CAF pour être à vos côtés, pour mettre en œuvre l'ensemble de ces compétences. Voilà, je vois que je suis un peu repris de voler et c'est de bonne guerre sur le fait que l'augmentation du point d'indice n'a pas été compensée. Et ça, pour tout vous dire, je l'ignore puisque voilà, que nous sommes branche famille de la sécurité sociale, donc on intervient un peu dans ces éléments, mais c'est bien noté. Donc je crois comprendre ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, l'augmentation que l'État considère avoir été déjà consentie pour les agents des collectivités via le régime indiciaire, il est réel, mais il n'a pas fait l'objet d'une compensation pour les collectivités qui doivent le payer, si je comprends bien. Donc voilà, dont acte, et j'ignorais ce point dans le détail. Merci Madame Pitro pour la précision, et voilà, c'est bien noté. Je crois, Madame Pollon, qu'il n'y a pas d'autres questions. On vous laisse du coup le PowerPoint qui développe des choses sur le financement des relais petite enfance. Donc, je profite simplement de l'occasion pour vous signaler que c'est l'un des dispositifs, pour le coup, prévus par la loi pour le plein emploi pour la mise en œuvre du service public de la petite enfance. Donc, je vous encourage à amplifier partout où c'est possible le financement des relais qui existent ou l'installation des relais petite enfance qui n'existent pas. Pour rappel, c'est des services qui ont des missions aussi bien vis-à-vis des professionnels de l'accueil du jeune enfant que des familles. On a prévu, donc là je passe quelques slides très vite, quelques informations à retenir ou messages clés avec lesquels on aurait souhaité que vous puissiez repartir après toute cette masse d'informations qu'on vous a délivrées aujourd'hui. Vous voyez dans cette slide, il y a des verbes d'action qui sont dirigés vers vous à l'impératif. C'est un peu, comment dire, pour vous engager à l'action. Et puis des verbes d'action qui concernent les CAF. Les informations à retenir pour nous, pour vous, c'est vous avez les moyens, si ça correspond aux projets de vos collectivités et aux besoins de vos territoires, de développer les places d'accueil, d'augmenter les salaires au sein des structures, de créer ou de développer les relais petite enfance, d'organiser partout des journées pédagogiques, jusqu'à 3 par an prises en charge par la branche famille de la sécurité sociale. Et j'ajoute, rénover les structures et améliorer le confort de travail des personnels dans les crèches. Donc vous avez aujourd'hui l'ensemble de ces ambitions qui sont réaffirmées dans le service public de la petite enfance, dans la COG qui lie l'État à la CNAF. Et du coup, pour faire l'ensemble de ces actions, la CAF renforce le financement de la qualité, donc par exemple les journées pédagogiques.
La CAF sécurise le financement des places qui sont soutenues et développées par le bloc communal. Donc, quand la mairie intervient en gestion ou en cofinancement des places, la CAF majore d'autant plus ses financements, et c'est un fait nouveau au cours de cette COG. Et enfin, la branche famille, les CAF, sécurise vos recettes en augmentant la part forfaitaire de financement qui ne dépend plus uniquement du volume d'activité que vous proposez aux habitants du territoire. Donc, voilà les messages clés qu'on a essayé de vous faire passer aujourd'hui, et en insistant sur le fait que pour ce qui s'agit des stratégies de développement et de rénovation, 2025 est une année vraiment charnière avant les élections municipales qui généralement marquent un coup d'arrêt au projet de création de places à court terme. Voilà pour cette présentation et les messages un peu clés à retenir. Du coup, avant de vous quitter, je veux juste vérifier qu'il n'y a pas de dernières questions et que vous avez pu obtenir les informations que vous aviez souhaité obtenir auprès de nous. Mais écoutez, du coup, Madame Paulon, on va vous quitter. Je vous envoie le PowerPoint dans l'après-midi. Et puis, sachez compter sur nous, sur ma collègue Delphine Bonvalet et mes collègues au sein de la CNAF pour revenir au besoin faire des présentations à vos côtés et entendre aussi les retours terrain que vous pouvez nous faire sur le déploiement de vos politiques. Oui, pas de souci. Bah, écoutez, c'est nous qui vous remercions pour cette intervention et je ferai passer du coup les supports. Mais merci beaucoup. Merci, Merci à au vous. revoir. Au revoir. Au revoir.